Aucun médecin n'avait pu sauver le fils du milliardaire, jusqu'à ce qu'une humble serveuse s'avance et réalise l'impossible, laissant tout le monde sans voix et le père en larmes. Avant de commencer, je dois vous demander quelque chose d'important. Si vous ne suivez pas notre chaîne dès maintenant, les algorithmes pourraient nous séparer pour toujours. Vos j'aime, vos commentaires et vos partages sont le seul moyen de rester connectés. Ne permettez pas que ce soit notre dernière rencontre. Appuyez sur le bouton suivre dès maintenant. Et maintenant, plongeons dans l'histoire. Alexandre Dubois ajusta sa cravate de soie sur mesure pour la 3e fois en 10 minutes, sa mâchoire serrée tandis qu'il observait son fils de 7 ans, Mathieu, progresser avec difficulté, appuyé sur ses béquilles, sur le sol de marbre poli du centre médical Dubois à Paris. L'ironie ne lui échappait pas. Il possédait la clinique privée la plus avancée du pays, et pourtant, il était impuissant à aider son propre fils à marcher normalement. « Monsieur Dubois, les investisseurs de Lyon vous attendent dans la salle de conférence », murmura son assistante. Laura, sa voix à peine audible dans le couloir stérile, ornée de prix et de distinctions qui soudain semblaient vides de sens. « Dites-leur que j'ai besoin de 5 minutes de plus », répondit Alexandre, ses yeux gris acier ne quittant pas Mathieu, qui s'était arrêté pour se reposer, serrant ses béquilles, avec une détermination qui, à la fois, brisait et renforçait le cœur de son père. Le docteur Leclerc s'approcha avec les derniers résultats, son expression annonçant déjà la déception. Le traitement expérimental venu de Suisse n'a montré aucune amélioration significative. « Alexandre, je crains que nous ayons épuisé la plupart des options conventionnelles. » Les mains d'Alexandre se serrèrent en poing. 3 ans de recherche, de consultation avec des spécialistes de l'hôpital Necker-Enfants Malades, à des cliniques privées à Bordeaux, des millions d'euros investis dans des traitements de pointe. Et pourtant, son fils affrontait chaque jour avec un courage qui humiliait le plus puissant magnat de la ville. L'état de Mathieu, un trouble neurologique rare affectant ses capacités motrices, avait déconcerté tous les experts consultés. « Papa, on peut aller à cet endroit où ils font le sandwich au fromage grillé super bon ?» demanda Mathieu avec un sourire lumineux qui masquait toute frustration. « Bien sûr, champion. Tout ce que tu veux, » répondit Alexandre, le soulevant dans ses bras, béquilles comprises. Le rire de l'enfant résonna dans le couloir, un son plus précieux que n'importe quel profit qu'Alexandre avait jamais obtenu dans sa vie. 20 minutes plus tard, ils arrivèrent au café Le Petit Coin, un endroit simple que Mathieu avait découvert lors de l'un de ses rendez-vous médicaux à proximité. Alexandre se sentait ostensiblement trop élégant dans son costume coûteux parmi les sièges en vinyle et le sol à carreaux, mais l'enthousiasme de son fils en valait la peine, quelle que soit la gêne. « Bienvenue au Petit Coin. Table pour 2 ?» dit une voix chaude et agréable, avec un ton intelligent, qui fit Alexandre lever les yeux de son téléphone, pour la première fois depuis leur entrée. Sophie Moreau se tenait devant eux, carnet de commande à la main, ses cheveux châtains clairs attachés en une simple queue de cheval. Elle portait l'uniforme noir du lieu, mais sa posture suggérait qu'elle appartenait à un environnement beaucoup plus sophistiqué que cet humble café. Ses yeux verts possédaient une profondeur qui parlait d'expérience au-delà de ses 20 ans apparents. « Oui, notre table habituelle près de la fenêtre », répondit Alexandre avec une certaine froideur, cherchant déjà son téléphone. « Tu dois être Mathieu », dit Sophie, s'accroupissant naturellement à la hauteur de l'enfant. « J'ai entendu dire que tu donnais les meilleures recommandations de sandwich au fromage de toute la ville. » Mathieu gloussa, instantanément charmé. « Papa dit que je suis un expert parce que je les ai goûtés partout. »« Un vrai connaisseur », dit Sophie sérieusement, comme si elle discutait d'un bon vin. « C'est très impressionnant. Tu sais sûrement exactement comment le fromage doit fondre, n'est-ce pas ?» Alors qu'il se dirigeait vers la table, Alexandre remarqua la démarche de Sophie. Confiante, déterminée, presque clinique. Elle se déplaçait avec la précision de quelqu'un habitué aux situations de forte pression, pas avec la légèreté insouciante que l'on attendrait d'une serveuse ordinaire. « Tu veux de l'aide avec ça ?» demanda Sophie à Mathieu, désignant ses béquilles avec une gentillesse directe, sans la pitié gênante que la plupart des adultes affichaient. « Je peux le faire », dit Mathieu avec fierté, s'installant sur son siège. « Je suis de plus en plus rapide avec celle-ci. Je vois, ton équilibre et ta coordination sont excellents, » répondit Sophie. Et Alexandre perçut quelque chose dans son ton. Ce n'était pas seulement de la courtoisie, c'était une évaluation professionnelle. « Vous semblez en savoir beaucoup sur la kinésithérapie pour une serveuse », commenta Alexandre avec un mélange de méfiance et de curiosité. L'expression de Sophie changea à peine une seconde. Une ombre traversa son visage avant qu'elle ne retrouve son sourire professionnel. « J'ai eu un peu d'expérience avec les problèmes de mobilité », répondit-elle diplomatiquement. « Maintenant que vous sers à manger aujourd'hui ?»
Tandis qu'elles prenaient leur commande, Alexandre observa ses mains. Elles étaient douces et soignées, avec des callosités à des endroits qui suggéraient des activités plus complexes que le port de plat. Quand elle écrivait, son écriture était précise, presque médicale. « Papa, elle est vraiment cool », murmura Mathieu quand Sophie partit en cuisine. « Oui, elle semble adéquate », répondit Alexandre, bien que son attention ne cesse de revenir vers la cuisine, où il observait Sophie se mouvoir, avec une efficacité presque chorégraphiée. Quand elle revint avec leur repas, Mathieu peinait à ouvrir un paquet de biscuits, ses fines capacités motrices rendant la tâche frustrante. Sophie observa un instant, puis s'assit à ses côtés. « Je peux te montrer un truc ?» demanda-t-elle doucement. « Parfois, l'angle change tout. » Elle prit les mains de Mathieu, ajustant sa prise avec une précision subtile qui rendit la tâche immédiatement beaucoup plus facile. Alexandre observait la scène avec une fascination grandissante. Le toucher de Sophie était sûr, thérapeutique, presque comme regarder une ergothérapeute chevronnée travailler avec un patient. « Voilà, il fallait juste activer les muscles de ton pouce différemment », expliqua Sophie, et Alexandre faillit s'étouffer avec son café. Activer les muscles du pouce n'était pas un vocabulaire typique pour une serveuse. « Êtes-vous sûr de ne faire que servir à table ici ?» demanda Alexandre directement, son instinct d'homme d'affaires lui disant que quelque chose clochait. Les joues de Sophie rougirent légèrement. « Je sers la nourriture. Oui. Y a-t-il quelque chose de mal à cela ?»« Il n'y a rien de mal dans un travail honnête, » répondit Alexandre, bien que son ton montrait clairement qu'il n'était pas entièrement convaincu. « Vous semblez juste avoir des compétences très intéressantes. » « Les gens sont pleins de surprises, monsieur Dubois, dit Sophie avec un léger sourire qui pouvait être interprété comme mystérieux ou simplement poli. La reconnaissance du nom frappa Alexandre immédiatement. Il n'avait jamais mentionné son nom de famille. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent à peine une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne. « Vous êtes Alexandre Dubois. Votre photo était dans la section économique la semaine dernière. L'extension du centre médical. De plus, Mathieu a mentionné que vous possédiez plusieurs hôpitaux lors de sa consultation en tant qu'expert en sandwich au fromage. Bonne récupération, pensa Alexandre, mais pas assez bonne. Cette serveuse venait de montrer qu'elle lisait les actualités économiques et retenait des informations détaillées sur les installations médicales. Sa curiosité commençait à se transformer en un intérêt authentique. « Papa, Sophie, elle peut manger avec nous ?» demanda Mathieu soudainement. « Elle connaît les muscles du pouce et elle aime aussi le sandwich au fromage. » Alexandre s'attendait à ce que Sophie refuse poliment, mais elle hésita, regardant autour d'elle dans le café presque vide. « Si ça ne dérange pas ton papa, je suppose que je peux prendre une petite pause. »« S'il vous plaît, joignez-vous à nous » s'entendit Alexandre dire, surpris par la sincérité de son invitation. Alors que Sophie se glissait sur le siège en face d'eux, Alexandre remarqua comment elle évaluait automatiquement la posture de Mathieu, effectuant de petits ajustements presque invisibles à sa position, sans attirer l'attention. Tout en lui disait que cette femme cachait quelque chose d'important, et Alexandre Dubois avait construit son empire en faisant confiance à son instinct sur les gens. « Alors, Sophie, » commença-t-il, se penchant en arrière avec la confiance décontractée de quelqu'un habitué à obtenir des réponses. « Qu'est-ce qui vous a amené à travailler comme serveuse au café Le Petit Coin ?» La question plana comme un défi, et la réponse de Sophie allait déterminer si les soupçons grandissants d'Alexandre étaient justifiés ou s'il était simplement intrigué par une serveuse inhabituellement observatrice qui avait conquis le cœur de son fils avec une gentillesse authentique. La fourchette de Sophie resta suspendue au-dessus de sa salade, tandis que la question d'Alexandre flottait dans l'air entre eux. Elle sentait son regard perçant analyser chaque micro-expression, chaque pause. Mathieu, inconscient de la tension, dévorait joyeusement son sandwich au fromage, avec l'enthousiasme insouciant que seuls les enfants possèdent. « La vie ne se déroule pas toujours comme on la planifie », répondit Sophie avec prudence, prenant une bouchée mesurée pour gagner du temps. « Parfois, on se retrouve dans des endroits qu'on n'a jamais imaginés. C'est plutôt philosophique pour quelqu'un qui sert des plats réconfortants, observa Alexandre avec un ton suffisamment chaleureux pour adoucir ce qui aurait pu être une accusation. Je préfère penser que c'est de l'adaptabilité, répliqua Sophie avec un léger sourire. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre des gens quand on n'est pas assis derrière un bureau, en acajou à faire des suppositions sur leur intelligence en fonction de leur poste. Alexandre haussa un sourcil, ne s'attendant clairement pas à ce coup verbal subtil. Bien que je dirais que la curiosité pour quelqu'un qui parle d'activer les muscles du pouce avec un enfant de 7 ans n'est pas la même chose que de faire des suppositions. Point valable, concéda Sophie, et Mathieu leva les yeux de son sandwich.
percevant que la conversation des adultes était devenue intéressante. « Vous êtes en train d'avoir une de ces discussions d'adultes où vous dites une chose et voulez dire autre chose ?» demanda Mathieu avec une perspicacité surprenante. Sophie laissa échapper un rire franc qui transforma complètement son visage. « Votre fils est exceptionnellement intelligent, monsieur Dubois. Il l'a hérité de sa mère, » répondit Alexandre automatiquement et sentit aussitôt cette oppression familière dans la poitrine qui venait toujours quand il pensait à Claire. 3 ans s'étaient écoulés depuis son départ, mais la douleur le retrouvait toujours dans les moments les plus inattendus. Sophie le remarqua immédiatement. « Je suis désolée pour votre perte », dit-elle à voix basse, avec une empathie qui suggérait une expérience personnelle du deuil. Alexandre étudia son visage, surpris par la compréhension authentique qu'il y voyait. « Comment avez-vous su que je parlais d'une perte ? À la façon dont votre voix a changé, à la légère tension dans vos épaules. Certaines choses sont universelles, quel que soit le niveau économique, » répondit Sophie, puis sembla réaliser qu'elle était à nouveau trop observatrice. « Vous remarquez trop de choses pour quelqu'un qui est censé juste apporter de la nourriture aux tables, » dit Alexandre. Mais son ton n'était plus de suspicion, mais d'intérêt. Mathieu avait suivi la conversation avec l'intensité d'un enfant qui sent que quelque chose d'important se passe. « Sophie, tu sais aider les personnes qui ne marchent pas bien ?» La question était innocente, mais la réaction de Sophie fut immédiate et révélatrice. Tout son corps se tendit un instant, ses doigts serrant la fourchette un peu trop fort. Alexandre enregistra mentalement cette réaction. « Je sais un peu, » dit Sophie avec précaution. « Pourquoi tu demandes, mon cœur ? Parce que parfois mes jambes ne fonctionnent pas comme celles des autres enfants et les médecins ne peuvent pas les réparer. Mais quand tu m'as aidé avec les biscuits, ça a semblé différent. Mieux en quelque sorte. » Alexandre observa comment l'expression de Sophie traversait plusieurs émotions. Surprise. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance, puis une distance professionnelle soigneusement contrôlée, qui lui semblait étrangement familière. « Mathieu, » dit Sophie doucement, « ça te dérangerait si je regardais comment tu tiens les choses, juste pour voir s'il y a des petits trucs qui pourraient t'aider. » Elle demandait la permission à Mathieu et à Alexandre. Mais sa voix avait pris un ton d'autorité sereine, qui fit qu'Alexandre se redressa sur son siège. Ce n'était pas une serveuse qui discutait avec un client, c'était quelqu'un avec une réelle expérience qui effectuait une évaluation clinique. « Bien sûr, » dit Mathieu avec enthousiasme, tandis qu'Alexandre acquiesçait, la fascination l'emportant sur toute prudence. Sophie se déplaça aux côtés de Mathieu sur la banquette avec des mouvements précis et décidés. Elle l'observa prendre son sandwich, analysa comment il tenait le verre et prit des notes mentales qu'Alexandre pouvait presque voir se former derrière son expression concentrée. « Mathieu, peux-tu faire un point pour moi ? Bien, maintenant bouge seulement les doigts en laissant le pouce immobile. Parfait. » Sa voix avait complètement changé. Chaleureuse mais professionnelle, encourageante mais analytique. « Ton contrôle moteur fin est en fait assez bon, » continua Sophie. Et Alexandre sentit son souffle se couper. Le contrôle moteur fin était exactement ce que le docteur Leclerc avait mentionné lors de leur dernière consultation, le domaine spécifique où Mathieu avait les plus grandes difficultés. « Et c'est ça, » dit Sophie, lui montrant comment positionner sa main différemment lorsqu'il atteignait le verre. « Commence le mouvement depuis l'épaule. Laisse la force couler par le bras jusqu'au doigt, au lieu de la forcer depuis le poignet. » Le changement dans le mouvement de Mathieu fut subtil, mais immédiat. Sa prise était plus ferme, plus contrôlée. Alexandre se pencha en avant, n'arrivant pas à croire ce qu'il voyait. « Comment avez-vous su faire ça ?» demanda Alexandre, la voix tendue par l'émotion contenue. Sophie resta immobile, réalisant qu'elle en avait trop révélé. « J'ai déjà aidé des personnes avec des défis similaires. »« Quelles personnes ? Où ? Et ne me dites pas que vous avez appris ça en servant du café et des pâtisseries, » insista Alexandre, le désespoir d'un père l'emportant sur toute préoccupation de politesse. Mathieu pratiquait sa nouvelle façon de tenir les choses, enchanté par l'amélioration, inconscient de la tension croissante entre les adultes. « C'est compliqué, » dit Sophie, commençant à se retirer. « La condition de mon fils est aussi compliquée, » répondit Alexandre, sa voix lourde du poids de 3 ans de recherche désespérée. « Alors s'il vous plaît, aidez-moi à comprendre comment une serveuse en sait plus sur ses capacités motrices que des spécialistes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. » Sophie regarda Mathieu, toujours heureux d'explorer sa nouvelle dextérité, puis reporta son regard sur Alexandre. Quelque chose dans son expression, une espérance brute mêlée à un désespoir à peine contenu, sembla l'atteindre. « Je travaillais avant dans la rééducation pédiatrique, » dit-elle à voix basse. « Avant de venir ici. » Alexandre sentit que son monde basculait légèrement. « Vous travaillez ?
Et pourquoi avez-vous cessé de le faire? Parce que parfois le monde médical n'est pas aussi pur que les gens le croient, répondit Sophie avec un ton amer qui parlait d'une trahison personnelle. Ça sonne très énigmatique. C'est honnête, répliqua Sophie. Tout ne peut pas être résolu avec de l'argent et des relations, monsieur Dubois. Pas même quand on possède des hôpitaux. Le défi dans sa voix réveilla quelque chose en Alexandre. Non pas de la colère, mais de la reconnaissance. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui parlait sans révérence ni arrière-pensée. Quelqu'un qui voyait au-delà de sa richesse et de sa position l'homme qui cherchait simplement de l'aide pour son fils. « Vous avez raison », dit Alexandre, les surprenant tous les deux. « L'argent ne peut pas guérir Mathieu. 3 ans et des millions d'euros l'ont prouvé. Mais la connaissance peut aider. L'expérience peut faire la différence. Et en ce moment, vous semblez avoir les deux. » Sophie le regarda fixement, ne s'attendant clairement pas à une telle admission de vulnérabilité de la part de quelqu'un avec sa réputation de contrôle et de domination. « Qu'est-ce que vous me demandez exactement ?» demanda avec prudence. « Je vous demande d'aider mon fils », répondit Alexandre simplement. « Quel qu'en soit le prix, quoi que vous ayez besoin, quoi que ce soit qui se soit passé dans votre vie, rien de tout cela n'importe, si vous pouvez améliorer la vie de Mathieu. » Mathieu leva les yeux, percevant l'importance du moment. « Sophie, tu m'aiderais à mieux marcher. Je promets d'être sage et de faire exactement ce que tu me diras. » Le sang-froid de Sophie se brisa finalement un peu, et une émotion sincère traversa son visage. « Mathieu, tu es déjà parfait tel que tu es. Toute aide que je pourrais t'offrir ne serait que des outils pour rendre les choses plus faciles. »« Alors, tu m'aideras » demanda Mathieu avec espoir. Sophie regarda Alexandre, puis de nouveau Mathieu, luttant clairement avec une décision qui allait au-delà des simples techniques de kinésithérapie. « J'ai besoin d'y réfléchir, » dit-elle finalement. « C'est plus compliqué que tu ne l'imagines. » Alexandre fouilla dans sa poche et sortit une carte, écrivant son numéro personnel au dos. « Prenez tout le temps qu'il vous faut, mais s'il vous plaît, considérez-le. Ce qui s'est passé avant n'a pas à définir ce qui se passera après. » Sophie prit la carte. Ses doigts frôlèrent les siens un instant. Le contact fut électrique, inattendu, et tous deux se retirèrent légèrement, surpris par cette secousse de conscience. « Devrais-je retourner au travail ?» dit Sophie, remettant son masque professionnel, bien que la rougeur de ses joues n'ait pas réussi à se dissimuler complètement. Pendant qu'elle débarrassait les plats, Alexandre se surprit à mémoriser des détails à son sujet. La façon dont elle bougeait, le contrôle attentif de ses expressions, l'intelligence évidente qu'elle tentait de minimiser. Mathieu demandait déjà quand il pourrait revoir Sophie. Alexandre Dubois était habitué à obtenir ce qu'il voulait par la persévérance et les ressources. Mais quelque chose lui disait que Sophie Moreau exigerait une approche complètement différente, une approche qui mettrait peu, être à l'épreuve tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même et sur ce qu'il était prêt à sacrifier pour les personnes qu'il aimait. 3 jours passèrent avant qu'Alexandre ne reçoive l'appel de Sophie. Il était au milieu d'une réunion du conseil d'administration, analysant les projections trimestrielles avec des investisseurs de 3 continents différents, quand son téléphone personnel vibra. Voyant un numéro inconnu, il fut sur le point de l'ignorer jusqu'à ce que quelque chose le pousse à sortir de la salle de conférence et à répondre. « Monsieur Dubois », dit une voix différente au téléphone, plus formelle, soigneusement contrôlée. « C'est Sophie Moreau du café Le Petit Coin. » Alexandre sentit son pouls s'accélérer de manière inattendue. « Sophie. » Il commençait à penser qu'elle avait décidé de ne pas aider Mathieu. « J'y ai réfléchi, » répondit-elle. « Beaucoup. Si j'accepte de travailler avec lui, certaines conditions devront être remplies. » Alexandre sourit presque. Bien sûr qu'il y aurait des conditions. D'après son expérience, les personnes les plus précieuses en avaient toujours. Je vous écoute. Premièrement, cela se fera de manière professionnelle, non pas comme une faveur ou un acte de charité, mais comme une relation thérapeutique formelle. J'aurai besoin de voir tout son dossier médical, de consulter ses médecins actuels et d'établir un véritable plan de traitement. Fait. Quoi d'autre? Deuxièmement, nous travaillerons dans des lieux neutres, ni chez vous, ni au centre médical, mais dans un endroit où Mathieu pourra se sentir à l'aise et détendu. Alexandre fit une pause, intrigué par son insistance sur les limites. Des suggestions? Il y a un centre communautaire à environ 10 minutes du café. Ils ont un excellent espace pour la kinésithérapie qu'ils louent à l'heure. Il est propre, bien équipé, et n'est pas intimidant. Et la troisième condition? Demanda Alexandre, percevant qu'il manquait encore quelque chose. Sophie hésita un instant. Mon passé n'est pas en discussion. Vous m'engagez pour aider Mathieu, pas pour satisfaire votre curiosité, sur la raison pour laquelle je travaille comme serveuse au lieu de faire ce que je faisais avant.
La légère cassure dans sa voix dit à Alexandre tout ce qu'il fallait savoir. Ce qui avait éloigné Sophie de la rééducation pédiatrique avait été suffisamment douloureux pour laisser des marques profondes. « D'accord, dit-il simplement. Quand commençons-nous ? Samedi matin, à 9h. Je vous enverrai l'adresse par message. » Alexandre raccrocha, ressentant un mélange d'espoir et d'attente qui n'avait rien à voir uniquement avec le traitement de Mathieu, et beaucoup à voir avec le fait de revoir Sophie Moreau dans son véritable élément. Le samedi se leva frais et clair. Alexandre avait à peine dormi, alternant entre l'excitation pour les progrès possibles de Mathieu et une nervosité inexplicable à l'idée de revoir Sophie. Mathieu, de son côté, n'avait parlé de rien d'autre que de Sophie, laide, depuis qu'ils avaient quitté le café. Le centre communautaire était simple mais bien entretenu, situé dans un ancien entrepôt, adapté avec de hauts plafonds et de la lumière naturelle entrant par les lucarnes. Alexandre s'attendait à devoir passer par des conversations préliminaires, être remplir des formulaires. Au lieu de cela, il trouva Sophie dans la salle de kinésithérapie, vêtue de vêtements de sport noirs qui laissaient entrevoir des bras tonifiés et une constitution athlétique qui parlait d'un entraînement sérieux. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval pratique, et elle examinait un dossier rempli de documents détaillés. « Vous avez été occupé », observa Alexandre, notant l'aménagement professionnel, les tapis d'exercice, les outils de thérapie et ce qui semblait être un plan de séance soigneusement conçu. « Je vous ai dit que si nous faisions cela, nous le ferions bien », répondit Sophie, levant les yeux avec un sourire plus chaleureux que celui de sa voix au téléphone. « Mathieu, es-tu prêt à travailler un peu ?»« Oui. »« Quel genre de travail ?» demanda Mathieu avec enthousiasme, ajustant ses béquilles sous ses bras. « Le genre amusant », dit Sophie en lui faisant un clin d'œil. « Mais d'abord, j'ai besoin de comprendre exactement comment fonctionne ton corps maintenant. D'accord ?» Pendant les 30 minutes suivantes, Alexandre observa Sophie réaliser l'évaluation la plus complète qu'il ait jamais vue de l'état de son fils. Elle était patiente, mais précise, encourageante, mais analytique, guidant Mathieu à travers des mouvements et des exercices tout en prenant des notes détaillées. Son expérience était indéniable. Elle identifia des faiblesses musculaires et des schémas de compensation que d'autres thérapeutes n'avaient pas détectés. Elle posa des questions sur la vie quotidienne de Mathieu qui révélèrent des aspects qu'aucun médecin n'avait envisagés. Et le plus surprenant, elle réussit à faire en sorte que toute l'évaluation se déroule comme un jeu élaboré. « Mathieu, tu fais un excellent travail », dit Sophie en terminant cette partie. « Maintenant, je veux te montrer quelque chose d'intéressant. » Elle le conduisit à un tapis et lui montra une série d'exercices qui semblaient simples, mais étaient clairement conçus pour répondre à ses défis neurologiques spécifiques. Ce qui impressionna le plus, Alexandre, fut la façon dont Sophie ajustait son approche en temps réel, lisant les réactions de Mathieu et s'adaptant instantanément. « Sens-tu la différence quand tu actives d'abord le centre de ton corps ?» demanda Sophie, tandis que Mathieu effectuait un mouvement avec un contrôle nettement meilleur qu'auparavant. « Oui, c'est comme si tout mon corps travaillait ensemble et pas seulement mes bras, » répondit Mathieu, réellement enthousiaste. Alexandre sentit un nœud dans la gorge. En seulement 30 minutes, Sophie avait permis à Mathieu d'avoir un meilleur contrôle moteur qu'en des mois de thérapie conventionnelle, mais plus que cela, elle lui avait donné confiance, elle l'avait fait se sentir capable et non limité. « Sophie, » dit Alexandre pendant une pause, tandis que Mathieu buvait de l'eau. « Où vous êtes-vous formé exactement ? Ce niveau d'expertise n'apparaît pas du jour au lendemain. » L'expression de Sophie changea, le masque professionnel retrouvant sa place. « Je vous ai dit que mon passé n'était pas en discussion, même lorsqu'il est évident qu'il est de niveau international. Mathieu a progressé plus en une seule séance qu'en des mois de thérapie traditionnelle. Un progrès qui pourrait être perdu si nous ne maintenons pas la constance et les limites adéquates, » répondit Sophie avec fermeté, bien qu'Alexandre ait aperçu une étincelle de fierté dans ses yeux. La conversation fut interrompue par la voix enthousiaste de Mathieu. « Sophie, regarde ça !» Il essayait l'exercice d'activation du centre par lui-même, la technique encore imparfaite, mais avec une détermination absolue. « Excellent travail, Mathieu. Tu commences à prendre le coup », l'encouragea Sophie, puis se tourna vers Alexandre avec une expression plus douce. « C'est un enfant extraordinaire, vous savez. Sa neuroplasticité est exceptionnelle pour son état. »« Neuroplasticité », répéta Alexandre. « Ce n'est pas un terme de base en kinésithérapie. » Sophie réalisa qu'elle avait révélé une connaissance plus spécialisée et détourna le regard. « Je lis beaucoup. »« Sophie, » dit Alexandre d'une voix calme, « quoi qu'il soit arrivé dans votre passé, quoi que ce soit qui vous ait fait quitter la médecine, cela ne change rien au fait que vous avez un don.
Mathieu réagit à vous comme il ne l'a fait avec aucun autre thérapeute. Parfois les dons viennent avec des prix trop élevés, répondit Sophie à voix basse, observant Mathieu pratiquer ses exercices avec une concentration admirable. Alexandre voulut insister, demander plus d'explications, mais quelque chose dans le ton de Sophie le fit s'arrêter. Au lieu de cela, il dit « L'important, c'est que vous l'aidez maintenant. Merci. » Sophie parut surprise par sa retenue, comme si elle s'attendait à plus d'interrogatoires sur son passé. « De rien. À la même heure la semaine prochaine. »« Bien sûr. Et Sophie, quoi que vous ayez fait avant, ou que vous ayez été formé, c'est exactement ce dont Mathieu a besoin maintenant. » Alors qu'il se préparait à partir, Mathieu serra Sophie dans ses bras avec une affection sincère. « Sophie, tu es la meilleure aide du monde. Tu peux aussi être mon amie, pas seulement ma maîtresse ?»« Bien sûr, mon cœur, » répondit Sophie, laissant complètement tomber son attitude professionnelle face à l'innocence de l'enfant. Alexandre observa la scène, impressionné par la naturalité avec laquelle Sophie se connectait à Mathieu, par la façon dont elle baissait ses défenses face à l'enthousiasme sincère de son fils. Il se demanda ce qu'il faudrait pour gagner cette même confiance, sans réserve de la femme mystérieuse qui réalisait de petits miracles avec son enfant. Marchant vers les voitures, Alexandre prit une décision qui le surprit lui-même. Au lieu de faire pression sur Sophie pour qu'elle révèle son passé, il gagnerait sa confiance de la même manière qu'elle gagnait le progrès de Mathieu, peu à peu, avec constance et un respect authentique pour les limites qu'elle devait maintenir. Mais en la regardant s'éloigner dans une berline modeste, aussi soigneusement choisie que tout chez elle, Alexandre se découvrit souhaitant que cette confiance inclût un jour la compréhension de la femme fascinante et réservée qui redonnait de la lumière à la vie de son fils. L'email anonyme arriva un mardi matin, se glissant dans la boîte de réception d'Alexandre entre les rapports trimestriels et les propositions de fusion comme un dard empoisonné direct au cœur. L'objet était froid et professionnel. Avertissement urgent concernant la nouvelle thérapeute de votre fils. Possible faute grave à l'éthique médicale. Alexandre fut sur le point de le supprimer, pensant que c'était un spam, jusqu'à ce qu'il voie le nom de Sophie dans l'aperçu. Le sang lui gela dans les veines en ouvrant le message. « Monsieur Dubois, je me vois contraint de vous avertir concernant Sophie Moreau, qui utilise actuellement le nom de famille Moreau. Il y a 3 ans, le docteur Moreau a été destitué de son droit d'exercer après le décès catastrophique d'un patient à l'hôpital Necker Enfants Malades de Paris. Son protocole de traitement expérimental a provoqué une paralysie permanente chez un patient de 8 ans. La plainte de la famille a révélé une négligence grave et des données de recherche falsifiées. Je suis alarmé de savoir qu'elle a d'une manière ou d'une autre eu accès à votre fils. S'il vous plaît, protégez Mathieu avant que l'histoire ne se répète. Sincèrement, un professionnel de la santé inquiet. 6 juin se trouvait ce qui semblait être des documents judiciaires, des résolutions de l'ordre des médecins et des articles de presse détaillant un cas de faute professionnelle qui avait détruit la carrière et la réputation de Sophie. Les photographies montraient une femme différente, élégamment vêtue, confiante, se tenant à côté de prix de recherche et parlant lors de congrès médicaux. Mais le visage était inimitable. C'était Sophie. Les mains d'Alexandre tremblaient en lisant. Sophie Moreau avait été une étoile montante en neurologie pédiatrique, un prodige qui avait obtenu son diplôme de médecine à 24 ans et menait des recherches innovantes sur les troubles moteurs infantiles. L'affaire qui l'avait détruite impliquait un traitement qu'elle avait elle-même développé, appliqué sans autorisation adéquate, qui avait laissé un enfant paralysé de façon permanente. La trahison lui fit plus mal que n'importe quelle tromperie commerciale qu'il avait vécue. Sophie n'avait pas seulement caché son passé, elle l'avait activement trompé sur l'expérience qu'elle utilisait pour traiter Mathieu. Comment avait-il pu être si naïf? Comment avait-il pu confier les soins de son fils à quelqu'un qui avait déjà ruiné la vie d'un autre enfant? Son téléphone vibra. C'était un message de Sophie confirmant la séance de samedi. La normalité désinvolte du texte lui parut obscène après ce qu'il venait de découvrir. « Salut Alexandre. Hâte de vous voir samedi. Les progrès de Mathieu sont remarquables. J'ai de nouveaux exercices qui peuvent l'aider avec sa coordination bilatérale. À samedi 9 Sophie. » Alexandre fixa l'écran, la fureur et la douleur se battant dans sa poitrine. Elle continuait de faire semblant, maintenant l'histoire qu'elle n'avait été qu'une travailleuse en rééducation et non un docteur discrédité, dont la négligence avait brisé une famille. Il appela immédiatement Sophie, sa voix d'homme d'affaires froide et contrôlée, malgré le tourbillon émotionnel qu'il portait en lui. « Sophie, nous devons parler maintenant, pas samedi. Maintenant. » Sa voix changea instantanément, percevant son ton. « Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Mathieu va bien? » « Mathieu va bien.
C'est pour vous que je m'inquiète, docteur Moreau. Le silence qui suivit fut si long qu'Alexandre crut que l'appel avait été coupé. Quand Sophie parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure. « Comment avez-vous découvert ? Quelqu'un qui se soucie de la sécurité de mon fils m'a envoyé la vérité sur votre carrière antérieure. La question est, pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Alexandre, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Expliquez quoi ? Comment vous avez menti sur votre identité ? Comment vous avez traité mon fils avec des techniques créées par quelqu'un qui a laissé paralyser un autre enfant ? Comment vous avez fait semblant d'être une simple serveuse alors qu'en réalité, vous êtes une docteure discréditée qui a perdu sa licence pour faute professionnelle ? Ce n'était pas une faute professionnelle, dit Sophie, et sa voix se brisa sous 3 ans de douleur contenue. Le traitement fonctionnait. La famille était désespérée, tout comme vous maintenant. J'essayais de sauver la mobilité de cette petite fille, pas de la détruire. L'ordre des médecins n'était pas d'accord. Ni les tribunaux, ni la famille dont la fille ne marchera plus jamais à cause de votre arrogance, répliqua Alexandre avec dureté. Le soupir de Sophie fut clairement audible à l'autre bout du fil. Vous ne comprenez pas ce qui s'est réellement passé. L'affaire, les preuves, tout a été manipulé. J'ai été piégé par des personnes qui voulaient voler ma recherche, détruire ma crédibilité pour s'approprier mon travail. C'est très pratique, répondit Alexandre, bien que quelque chose dans le désespoir de Sophie le fit hésiter. Accuser une conspiration quand votre propre négligence a ruiné la vie d'une petite fille. J'ai des preuves, dit Sophie avec urgence. Des documents qui montrent ce qui s'est réellement passé, qui était le véritable responsable. J'ai porté ce secret pendant 3 ans, ayant peur de faire confiance à qui que ce soit, car ceux qui m'ont trahi ont des connexions partout, même dans votre monde. Alexandre sentit une étincelle de doute, mais la fureur était trop intense. Même si cela était vrai, vous m'avez menti. Vous avez mis mon fils en danger en cachant votre histoire. Comment espérez-vous que je croie un seul mot de ce que vous dites maintenant ? Parce que vous avez vu les résultats, implora Sophie. Le progrès de Mathieu est réel. Mes techniques fonctionnent parce qu'elles sont basées sur une science solide, pas sur les mensonges qui ont détruit ma carrière. S'il vous plaît, Alexandre, ne permettez pas que cette conspiration blesse Mathieu en lui retirant un traitement qui l'aide vraiment. Le traitement s'arrête maintenant, dit Alexandre d'une voix définitive. Ne nous contactez plus. N'approchez pas, mon fils. Si vous tentez un autre contact, je ferai en sorte que la sécurité vous escorte personnellement. Il raccrocha avant que Sophie ne puisse répondre et s'affala sur le siège de son bureau, se sentant vide et trahi. Par les fenêtres du sol au plafond, Paris s'étendait sous lui comme un royaume qu'il ne désirait plus gouverner. Tout ce qu'il avait construit, tout son succès et son pouvoir, semblaient insignifiants face à cette tromperie. Mais même en essayant de digérer sa colère, Alexandre ne pouvait oublier l'émotion de Mathieu avant chaque séance avec Sophie, les progrès réels qu'il avait réalisés, la lumière dans les yeux de son fils quand il parlait de son aide. Si Sophie était vraiment dangereuse, si son traitement était nocif, l'état de Mathieu n'aurait-il pas empiré au lieu de s'améliorer ? Le doute le rongeait comme une écharde dans l'esprit, grandissant à chaque heure qui passait. En fin de soirée, Alexandre se surprit à réexaminer plus attentivement l'email anonyme, notant des incohérences dans les documents joints, s'interrogeant sur le moment si opportun de cette révélation, juste au moment où Mathieu montrait des avancées sans précédent. À 21h, son détective privé, Robert Lefebvre, arriva à l'appartement terrasse avec un rapport préliminaire qui allait tout changer. Alexandre, celui qui vous a envoyé cette information, a des liens avec des personnes très puissantes. L'email a été envoyé via des serveurs dans 3 pays différents, mais j'ai réussi à le tracer jusqu'à un cabinet d'avocats spécialisé dans les litiges de brevets médicaux. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Sophie Moreau ? Demanda Alexandre. Robert étala plusieurs documents sur la table de la salle à manger. Le docteur Sophie Moreau travaillait sur des protocoles de traitement révolutionnaires pour les troubles neurologiques infantiles. Ses recherches valaient des millions, voire des milliards, si elles devenaient des traitements standardisés. La veille du jour où son affaire de faute professionnelle devait être jugée, 3 collègues de haut rang de son hôpital ont déposé des brevets de traitement étrangement similaires aux siens. Alexandre examina les registres de brevets et son esprit d'homme d'affaires reconnut immédiatement le schéma. Il voulait ses recherches, et plus que cela, il devait la discréditer complètement afin qu'elle ne puisse jamais revendiquer le vol. L'affaire de faute professionnelle était leur arme. Je continue d'enquêter, mais les preuves préliminaires indiquent que la détérioration du patient n'a pas été causée par le traitement du docteur Moreau. Elle a été provoquée par un médicament secondaire administré par un autre médecin après que son protocole ait montré des résultats positifs. La vérité frappa Alexandre comme un coup de poing dans la poitrine.
Sophie n'avait pas menti sur la conspiration. Elle en avait été victime. Ses collègues avaient détruit sa carrière et sa réputation pour voler le travail de toute sa vie, puis avaient systématiquement enterré les preuves qui l'auraient disculpé. « Robert, j'ai besoin que tu obtiennes tout. Chaque document, chaque témoignage, chaque preuve qui a été cachée dans le dossier original. Et j'en ai besoin rapidement. Alexandre, ce genre d'enquête peut prendre des mois. Vous avez 48 heures, l'interrompit Alexandre avec l'autorité d'un homme habitué à déplacer des montagnes. L'argent n'est pas un problème. Faites jouer toutes les faveurs, embauchez les meilleurs experts, mais j'ai besoin de preuves de l'innocence de Sophie Moreau avant jeudi. Lorsque Robert partit, Alexandre resta seul dans son appartement terrasse, regardant les lumières de la ville et faisant face à l'ampleur de son erreur. Il avait accusé Sophie d'être une fraude et un danger pour son fils, alors qu'en réalité, elle était une brillante docteure dont la carrière avait été détruite par le même genre d'ambition corporative et de manipulation qu'il connaissait trop bien dans son propre monde des affaires. Mais le mal était déjà fait. Sophie était partie. Les progrès de Mathieu s'arrêteraient, et Alexandre avait perdu quelque chose de précieux qu'il commençait tout juste à comprendre. Non seulement la thérapeute qui avait fait un petit miracle avec son fils, mais aussi la femme qui, sans le savoir, était devenue essentielle à la vie des deux, d'une manière qui dépassait la médecine. Le lendemain matin, les questions enthousiastes de Mathieu sur la séance de samedi avec Sophie se firent sentir comme des poignards dans le cœur d'Alexandre. Comment expliquer à son fils de 7 ans que la femme qui lui avait redonné espoir et progrès avait été éloignée par la peur et les préjugés de son propre père? Comment admettre que son besoin de contrôler et de protéger avait détruit ce qu'il y avait de mieux dans leur famille depuis la mort de Claire? Tandis qu'il observait Mathieu pratiquer les exercices que Sophie lui avait enseignés, maintenant, son meilleur contrôle moteur, même en son absence, Alexandre prit une décision qui marquerait le cours de leur vie. Il trouverait la vérité, exposerait la conspiration qui avait détruit la carrière de Sophie et, d'une manière ou d'une autre, convaincrait la femme qu'il avait blessée si profondément de lui pardonner. Mais d'abord, il devait affronter la possibilité que son accusation et son rejet l'aient éloignée pour toujours, que la deuxième chance de guérison et d'amour qu'elle avait offerte ait été perdue à cause de son incapacité à faire confiance lorsque la peur avait pris le contrôle. Le jeudi soir, Alexandre avait transformé son espace de conférence privée en un véritable quartier général. Les documents recouvraient chaque surface: dossiers médicaux, transcriptions judiciaires, états financiers et relevés téléphoniques dressaient un tableau de corruption si systématique qu'il lui coupait le souffle. Robert Lefebvre avait travaillé 48 heures d'affilée avec une équipe d'enquêteurs, de comptables judiciaires et d'experts médicaux pour faire éclater la vérité. La docteure Isabelle Martin, ancienne chef de service de Sophie, avait orchestré toute la conspiration avec une précision chirurgicale. Elle avait identifié la recherche révolutionnaire de Sophie sur les traitements de neuroplasticité, en avait reconnu l'énorme potentiel commercial et avait commencé méthodiquement à la voler. Le plan exigeait de détruire complètement la crédibilité de Sophie, afin qu'elle ne puisse jamais contester le vol. La patiente devenue paralysée, Sarah Durand, n'avait pas souffert de complications dues au traitement de Sophie. Le docteur Martin lui avait administré un relaxant musculaire expérimental, sans la connaissance ni le consentement de Sophie, un médicament qui avait interagi de manière catastrophique avec le protocole thérapeutique. Ensuite, le docteur Martin avait falsifié les registres pour faire croire que Sophie avait fourni le médicament conflictuel. « Alexandre, regardez ça », dit Robert, en désignant les états financiers étalés sur la table. 3 jours après le retrait de la licence de Sophie, Madame Martin a reçu une subvention de recherche de 12 millions d'euros pour développer des traitements innovants de neuroplasticité infantile. La proposition contient des sections entières du travail original de Sophie, mot pour mot. Alexandre ressentit de la nausée. Sophie avait dit la vérité sur le piège, et il avait été trop aveuglé par la peur pour la croire. Et Sarah Durand, où est-elle maintenant? C'est là que ça devient plus intéressant. La famille a déménagé à Toulouse 6 mois après l'accord. J'ai réussi à les localiser. La mère de Sarah a accepté de nous parler. Ce qu'elle a raconté change tout. Robert lança un enregistrement sur son ordinateur portable. La voix d'une femme chargée de culpabilité et de regret emplit la pièce. Nous savions que quelque chose n'allait pas dans cette affaire. Le docteur Moreau avait aidé Sarah pendant des mois et elle s'améliorait. Le traitement fonctionnait. Puis, tout à coup, ça s'est aggravé et le docteur Martin a dit que c'était parce que le docteur Moreau avait commis une erreur avec le médicament. Mais Sarah n'arrêtait pas de demander le docteur Moreau. Elle disait qu'elle voulait que sa vraie doctoresse revienne.
Les avocats nous ont convaincus que le docteur Moreau était dangereuse, qu'il fallait porter plainte pour protéger d'autres enfants. Ils nous ont promis de l'argent pour les soins de Sarah, mais surtout, ils voulaient que nous gardions le silence et que nous disparaissions. Alexandre ferma les yeux, imaginant Sophie portant pendant 3 ans le poids d'une fausse accusation, croyant avoir ruiné la vie d'une petite fille, alors qu'en réalité, elle essayait de la sauver. « Il y a plus », continua Robert. « J'ai trouvé l'avocat qui a représenté le docteur Moreau dans l'affaire originale. Il était terrifié, Alexandre, vraiment terrifié. Il a admis que des preuves avaient été dissimulées, que des témoins avaient été intimidés et qu'il avait pratiquement été contraint d'accepter un accord qui a privé Sophie de sa licence en échange d'éviter des poursuites pénales. « Des poursuites pénales entièrement fabriquées », dit Alexandre avec dureté. « Exactement. Le docteur Martin a des connexions dans tout le système médical. Elle a détruit au moins 3 autres chercheurs prometteurs au cours de la dernière décennie en utilisant des tactiques similaires. Sophie n'était que la victime la plus brillante. » Alexandre se leva et marcha vers les fenêtres. Les lumières de la ville lui rappelèrent les yeux de Sophie ce premier jour au café, plein d'intelligence et marqué par une douleur qu'il n'avait pas su voir. Où est Sophie maintenant? C'est ça le problème. Elle a disparu. Elle a démissionné de son travail au café, a fait ses valises et n'a pas laissé d'adresse. Mes sources pensent qu'elle prévoit de quitter le pays, de recommencer quelque part où sa réputation ne la poursuivra pas. L'idée que Sophie s'enfuyait, qu'il la perdrait pour toujours à cause de sa trahison, enflamma Alexandre. Trouve-la. Peu importe le coût ni le nombre de personnes que tu devras engager. Trouve Sophie Moreau et ramène-la. Alexandre, même si nous la trouvons, la convaincre de vous faire à nouveau confiance après ce qui s'est passé. Je m'en occuperai le moment venu. Maintenant, je dois me concentrer sur le blanchiment de son nom et m'assurer que ceux qui ont détruit sa vie affrontent la justice. Alexandre passa les 3 jours suivants à organiser ce qu'il appela en privé l'opération Rédemption. Il utilisa tous ses contacts, toutes les faveurs en suspens et chaque once accumulée au fil des ans pour démanteler systématiquement la conspiration qui avait ruiné la carrière de Sophie. D'abord, il engagea le meilleur avocat du pays en matière de faute professionnelle médicale pour déposer des recours demandant la restitution de la licence de Sophie sur la base des nouvelles preuves. Puis il organisa le déménagement de la famille de Sarah Durand près de centres de traitement spécialisés, avec toutes les dépenses couvertes, et un fonds fiduciaire établi pour les soins continus de la jeune fille. La partie la plus satisfaisante fut de préparer la chute du docteur Isabelle Martin. L'équipe d'Alexandre présenta des preuves de vol de recherche et de fraude médicale devant l'Ordre des médecins, le parquet national financier et 3 revues médicales qui avaient publié le travail volé. Dès le vendredi après-midi, le docteur Martin avait déjà été arrêté, sa licence médicale suspendue et les fonds de recherche volés gelés, tandis que l'enquête progressait. Mais rien de tout cela n'avait d'importance si Alexandre ne parvenait pas à retrouver Sophie et à la convaincre de le pardonner. Le tournant décisif arriva samedi matin. Robert appela à l'aube avec une nouvelle qui fit battre le cœur d'Alexandre plus vite. « Je l'ai trouvée. Elle est dans un petit village appelé Saint-Rémy de Provence, à environ 2 heures au nord d'ici. Elle séjourne dans une auberge. Apparemment, elle essaye de décider si elle accepte une offre d'emploi d'une clinique à Bordeaux. Alexandre était dans sa voiture, conduisant dans l'obscurité de l'aube vers une rencontre qui allait définir le reste de sa vie. Il avait préparé des discours, pratiqué des excuses, répété des explications avec les preuves qui démontraient son innocence. Mais en entrant sur le parking de l'auberge Les Cèdres, tout s'effondra en une seule vérité désespérée. Il aimait Sophie Moreau, et il les avait presque détruits tous les deux pour ne pas avoir fait confiance à cet amour quand cela comptait le plus. Sophie était assise sur la balançoire du Porsche, enveloppée dans un pull crème et tenant une tasse de café. Elle semblait plus fragile qu'il ne s'en souvenait, comme si le poids de 3 ans de fausses accusations avait finalement brisé quelque chose d'essentiel en elle. Quand elle le vit s'approcher, son expression ne changea pas. Il n'y eut ni surprise ni colère, seulement une lassitude résignée qui brisa l'âme d'Alexandre. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-elle à voix basse. « J'ai de bons enquêteurs » répondit Alexandre, s'asseyant sur les marches du Porsche face à elle. « Sophie, je dois vous dire que maintenant je connais la vérité. Sur le docteur Martin, sur ce qui s'est réellement passé avec Sarah Durand, sur la façon dont vous avez été piégée pour porter le blâme de l'ambition et de la négligence des autres. » La tasse de Sophie trembla légèrement entre ses mains. « Cela n'a plus d'importance, le mal est fait. »« Si, ça a de l'importance. Madame Martin a été arrêtée. L'Ordre des médecins examine votre dossier pour vous restituer entièrement votre licence.
La famille de Sarah Durand veut vous voir pour vous demander pardon pour son rôle dans la dissimulation. Votre recherche est créditée à votre nom, et non à ceux qui l'ont volée. Pour la première fois depuis son arrivée, Sophie montra de l'émotion, un éclair d'espoir qu'elle tenta rapidement de contenir. Même si tout cela est vrai, ça ne change pas ce que tu m'as dit. Comme tu as vite cru que j'étais un danger pour Mathieu. Comme tu as facilement jeté à la poubelle ce que nous construisions ensemble. Alexandre ressentit ces mots comme un coup physique. Tu as raison. Je t'ai manqué de confiance quand tu en avais le plus besoin. J'ai laissé la peur écraser tout ce que je savais de ton caractère, ton intégrité, ton amour pour Mathieu. Je ne te demande pas de l'oublier, ni de faire semblant que ça ne s'est pas passé. Alors, que me demandes-tu ? Demanda Sophie. Alexandre maintint son regard, voyant au-delà de la douleur la femme qui avait fait des miracles dans la vie de son fils et dans la sienne. Je te demande la chance de te prouver que je peux être digne de ta confiance. Je te demande de revenir à la maison et de m'aider à élever Mathieu dans un monde où des personnes brillantes et bonnes comme toi sont protégées et valorisées, non détruites par des systèmes corrompus. Sophie garda le silence un long moment, observant comment l'aube peignait le ciel de tons dorés et rosés. Mathieu doit se demander ce qui est arrivé à ces séances. Il demande de tes nouvelles tous les jours. Il a pratiqué les exercices que tu lui as enseignés. Maintenant ses progrès même sans toi. Alexandre fit une pause et décida de risquer l'honnêteté totale. Mais ce n'est pas seulement Mathieu qui a besoin de toi, Sophie. J'ai besoin de toi. Pas comme la thérapeute de Mathieu, ni comme le docteur Moreau, la chercheuse brillante. J'ai besoin de toi. De la femme qui me pousse à être meilleure, qui voit au-delà de mon argent et de mon pouvoir l'homme que je veux devenir. Sophie posa sa tasse de café et le regarda directement pour la première fois depuis qu'il était arrivé. Alexandre, qu'est-ce que tu dis vraiment ? Je te dis que je t'aime, répondit-il simplement. Je suis tombé amoureux de toi au café Le Petit Coin, quand tu as fait rire Mathieu en l'aidant avec ses biscuits. Je suis tombé encore plus amoureux en te voyant travailler avec lui, en voyant ta passion et ton talent dans chaque geste. Et j'ai su combien je t'aimais quand j'ai pensé que je t'avais perdu pour toujours, à cause de ma propre peur et de ma maladresse. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes, mais maintenant, elle souriait. Un sourire authentique, le premier depuis que tout s'était brisé. « Tu sais que ça semble fou, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. Un puissant homme d'affaires et une doctoresse discréditée devenue serveuse. Les magazines vont faire la fête. Alexandre sourit, se sentant plus léger que depuis des jours. « Quoi ? Tu crois que je ne contrôle pas plusieurs médias ? Mais Sophie, si nous faisons ça, j'ai une condition. »« Maintenant tu as des conditions ?» demanda-t-elle avec une pointe de son ancien ton enjoué. « Je veux que tu sois le médecin de Mathieu, pas seulement son thérapeute. Je veux que tu aies ton propre laboratoire de recherche, ta propre équipe, les ressources pour continuer le travail qui t'a été volé. Je veux que le monde entier sache que le docteur Sophie Moreau est la femme brillante qui non seulement a guéri mon fils, mais a aussi réussi à guérir son père brisé. » Sophie se leva de la balançoire et se dirigea vers Alexandre, prenant son visage entre ses mains avec la même précision et tendresse avec lesquelles elle guidait Mathieu dans ses exercices. « Ça sonne comme une très bonne affaire, monsieur Dubois, » dit-elle d'une voix pleine de l'amour et de la confiance qui avait presque été perdue pour toujours. « Mais j'ai aussi une condition, ce que tu veux. La prochaine fois que quelqu'un essayera de te convaincre que je suis dangereuse ou indigne de confiance, tu viendras d'abord me voir. Tu me demanderas la vérité avant de tirer des conclusions. Peux-tu me promettre ça ?» Alexandre couvrit ses mains des siennes, regardant dans les yeux la femme qui était devenue sa seconde chance dans tout ce qui comptait. « Je le promets. Et Sophie, il n'y aura pas de prochaine fois. À partir de maintenant, quand le monde entier sera contre toi, je serai à tes côtés, luttant pour nous. » Quand Sophie l'embrassa tendrement sur le porche de cette petite auberge de village, Alexandre comprit enfin que toute sa vie d'adulte, il n'avait pas seulement cherché le succès, la sécurité, ni même l'amour, mais la camaraderie. Quelqu'un qui le défierait, lui ferait confiance et construirait quelque chose de beau ensemble à partir des cendres de leur douleur passée. Ils avaient encore beaucoup à faire. Mathieu les attendait, et la carrière de Sophie devait être entièrement restaurée. Mais pour ce moment, tenant la femme qu'il aimait sous la lumière dorée d'un nouveau lever de soleil, Alexandre Dubois sentit enfin qu'il était rentré chez lui. 6 mois plus tard, Alexandre se trouvait dans le grand salon du Grand Hôtel de la Paix, observant Sophie se déplacer parmi les invités lors de la célébration officielle de sa réintégration professionnelle, avec la même grâce naturelle qu'elle affichait auparavant en servant le café au café Le Petit Coin.
La communauté médicale s'était réunie pour accueillir officiellement le docteur Sophie Moreau, dont les recherches révolutionnaires étaient déjà mises en œuvre dans 47 hôpitaux pédiatriques à travers le pays. « Elle est extraordinaire », commenta le docteur Leclerc, apparaissant à côté d'Alexandre avec 2 coupes de champagne. « Je pratique la médecine depuis 30 ans et je n'ai jamais vu quelqu'un imposer le respect comme elle le fait. C'est difficile de croire qu'il y a seulement 6 mois, elle cachait son identité dans un café. » Alexandre prit la coupe, mais ne quitta pas Sophie des yeux, qui conversait avec un groupe de neurologues sur ses protocoles les plus récents. « Elle ne se cachait pas, » répondit-il calmement. « Elle se protégeait des gens qui l'auraient détruite à nouveau s'ils l'avaient trouvée. Et maintenant elle a quelqu'un qui la protège pendant qu'elle change le monde, » ajouta-t-il avec satisfaction. De plus, elle est sur le point de devenir une Dubois, et cela apporte aussi sa propre armure. Le docteur Leclerc laissa échapper un léger rire. « À propos, lui avez-vous déjà parlé des derniers rapports de progrès de Mathieu ? Son amélioration est documentée pour être publiée dans 3 revues médicales différentes. » Alexandre sourit, se rappelant l'émotion de son fils ce matin-là, quand Sophie lui avait montré ses derniers résultats. Mathieu se situait désormais dans les normes en matière de contrôle moteur fin, de coordination générale et d'intégration bilatérale. Les béquilles avaient été abandonnées 2 mois auparavant, remplacées par une assurance qui transformait complètement la façon dont l'enfant se déplaçait dans le monde. « Elle le sait », répondit Alexandre. « Ce qu'elle ne sait pas, c'est ce que j'ai prévu pour ce soir. » De l'autre côté du salon, Sophie croisa son regard et sourit. Ce même sourire chaleureux et complice qui l'avait captivé pour la première fois dans cette modeste cafetière. Elle prit congé de son groupe et se dirigea vers lui parmi les invités. « Tu te caches de ta propre célébration ?» demanda-t-elle, en lui prenant la main naturellement. « Je ne me cache pas », répondit Alexandre. « Je prévois quelque chose. » Et il la conduisit vers le jardin sur le toit de l'hôtel. « Il y a quelque chose que je veux te montrer. » La terrasse avait été transformée en un petit paradis privé, avec des lumières suspendues brillant parmi des fleurs soigneusement disposées et une seule table dressée pour 2, ou plutôt pour 3. Mathieu les attendait déjà, vêtu de son plus beau costume et souriant avec une émotion impossible à contenir. « Surprise !» s'exclama l'enfant. « Papa a dit que je pouvais aider avec le dîner spécial. » Sophie regarda de Mathieu à Alexandre, percevant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. « Qu'est-ce que tout ça ?» Alexandre la guida à la table, où 3 places confirmaient que c'était un moment familial. « Mathieu et moi voulions célébrer ta réintégration loin du bruit, juste nous 3. » En s'asseyant, Mathieu pouvait à peine se contenir. « Sophie, devine quoi ? Papa dit que maintenant tu vas être ma vraie maman, pas seulement ma doctoresse. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent de surprise, cherchant des explications auprès d'Alexandre. Il lui prit la main par-dessus la table, traçant des cercles doux avec son pouce sur sa paume. « Je sais que nous avons parlé de mariage, » commença-t-il avec précaution. « Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose dont nous n'avons jamais parlé comme il le fallait. Mathieu demande depuis longtemps quand tu seras officiellement sa maman, et j'ai compris que j'avais réfléchi à ça de la mauvaise façon. » La voix de Sophie trembla d'émotion. « À quoi fais-tu référence ? J'avais prévu une demande en mariage traditionnel, pensant à des discours parfaits et des scénarios romantiques. Mais notre histoire n'a jamais été traditionnelle. Sophie, elle a commencé dans un café avec un enfant qui avait besoin d'aide et une femme suffisamment courageuse pour la lui offrir malgré sa propre douleur. Elle a grandi entre confiance, trahison et pardon. Ce n'est pas un conte de fées, c'est quelque chose de mieux. C'est réel. » Alexandre se leva de sa chaise et s'agenouilla près de Sophie, mais au lieu de sortir un anneau, il fit signe à Mathieu, qui courut les rejoindre. « Sophie Moreau, » continua Alexandre, « veux-tu nous épouser ? Non seulement moi, mais notre famille. Serais-tu la maman de Mathieu et mon épouse, la compagne que je veux à mes côtés dans chaque défi et chaque triomphe que la vie nous réserve ?» Mathieu sortit un petit étui de velours de sa poche avec une solennité sérieuse. « Nous l'avons choisi ensemble !» annonça-t-il fier. Papa a dit qu'il devait être parfait pour la maman parfaite. Sophie ouvrit la petite boîte et vit un diamant taille émeraude entouré de petites émeraudes qui correspondaient exactement à la couleur de ses yeux. Mais ce ne fut pas la beauté de la bague qui la fit pleurer. Ce fut le moment où Mathieu la serra fort dans ses bras et lui murmura « S'il te plaît, dis oui, Sophie. J'ai déjà dit à tout le monde à l'école que tu étais ma maman. »« Oui, » répondit Sophie entre les larmes. « Oui, pour t'épouser. Oui, pour être la maman de Mathieu. Oui, à cette famille magnifique, compliquée et parfaite que, sans savoir comment, nous avons construite ensemble. » Alors qu'Alexandre lui passait la bague au doigt,
Mathieu applaudissait et criait de joie avec ce bonheur pur qui avait manqué à leur vie avant que Sophie n'entre dans ce café 6 mois plus tôt. « Il y a encore une chose, » dit Alexandre, sortant de sa veste un document d'allure officielle. « J'ai créé la Fondation Moreau pour la recherche pédiatrique avec un fonds initial de 50 millions d'euros. Vous aurez une autonomie totale pour développer les recherches que vous jugerez les plus importantes, avec les ressources nécessaires pour engager la meilleure équipe du monde. » Sophie regarda le document, puis Alexandre, puis Mathieu, qui la serrait toujours avec l'intensité d'un enfant qui avait enfin trouvé la pièce manquante. « Alexandre, c'est trop. La fondation, le laboratoire, tout cela. Ce n'est pas suffisant, l'interrompit Alexandre avec douceur. Sophie, tu as sauvé la vie de mon fils et tu m'as rendu la foi en l'amour et en la camaraderie. Cette fondation n'est que le début de tout ce que je veux construire avec toi. Nous allons changer la façon dont le monde traite les enfants comme Mathieu, la façon dont il soutient les chercheurs brillants comme toi et la façon dont il protège ceux qui osent innover et guérir, au lieu de ne penser qu'à l'argent. » Plus tard cette nuit-là, après avoir couché Mathieu avec une histoire sur le mariage qui approchait et la promesse que rien ne changerait, sauf que Sophie serait officiellement sa maman, Alexandre et Sophie restèrent sur le balcon de l'appartement terrasse, regardant les lumières de Paris qui les avaient unis. « Penses-tu parfois à ce premier jour au café Le Petit Coin ?» demanda Sophie tandis que sa bague de fiançailles scintillait dans la lumière de la ville. « Tous les jours, » répondit Alexandre, l'enlaçant par derrière. « J'étais arrogant. J'étais convaincu de pouvoir tout contrôler avec l'argent et l'influence. Je n'aurais jamais imaginé qu'une serveuse aux compétences mystérieuses et au cœur protégé m'apprendrait à quoi ressemble le vrai pouvoir. » Sophie s'appuya contre sa poitrine, en paix avec son passé et excitée par l'avenir. Et je n'aurais jamais imaginé qu'un homme d'affaires exigeant et méfiant deviendrait l'homme qui se battrait pour nettoyer mon nom et me rendre ma carrière et ma confiance. « Nous sommes un couple bizarre, » murmura Alexandre dans ses cheveux. La doctoresse discréditée et l'homme d'affaires obsédé par le travail, unis par un enfant qui avait besoin de nous deux pour être complet. « À propos de Mathieu, » dit Sophie avec un sourire espiègle. « Il a demandé quand il aurait un petit frère ou une petite sœur. Apparemment, il pense qu'avoir une maman doctoresse et un papa propriétaire d'hôpitaux signifie que nous pouvons faire des bébés parfaits. » Alexandre éclata de rire. Un rire rempli de bonheur et de possibilités. Ce garçon a déjà entendu assez de terminologie médicale pour toute une vie. « Mais Sophie, quand tu seras prête, quand nous serons prêts en tant que famille, je ne peux imaginer rien qui me rende plus heureux que de te voir apporter une nouvelle vie dans ce monde que nous construisons ensemble. » 6 mois plus tard, la docteure Sophie Dubois se trouvait dans le laboratoire de la Fondation Moreau, une main posée sur son ventre déjà visible, observant Mathieu aider son assistant de recherche à organiser les données du dernier essai clinique. Ces protocoles de traitement étaient déjà utilisés dans 47 hôpitaux du monde entier, aidant des centaines d'enfants à acquérir une mobilité et une indépendance que leurs parents n'auraient jamais cru possible. Alexandre apparut à la porte du laboratoire, toujours en costume de réunion de direction, mais avec la cravate desserrée et les manches retroussées, l'image d'un homme qui avait appris à équilibrer le succès professionnel et le bonheur personnel. « Comment vont mes 3 personnes préférées aujourd'hui ?» demanda-t-il, embrassant Sophie sur la joue et ébouriffant les cheveux de Mathieu avec la même affection. « Mathieu m'a aidé à calculer les taux de réussite, » répondit Sophie, cherchant automatiquement la main d'Alexandre tandis qu'ils observaient leur fils. Brillant, sûr de lui et marchant sans aucune aide, il expliquait l'analyse statistique avec l'enthousiasme de celui qui avait hérité l'intelligence et la détermination de ses 2 parents. « Et ma petite sœur s'entraîne à faire des coups de pied au football, » annonça Mathieu, posant sa petite main sur le ventre de Sophie avec la tendresse respectueuse d'un grand frère déjà profondément amoureux. Alexandre s'agenouilla près de sa famille, unissant sa main à celle de Mathieu sur le ventre de Sophie, s'émerveillant de la vie qui grandissait là. Une vie qui représentait non seulement leur union biologique, mais tout ce qu'ils avaient surmonté pour construire cette alliance extraordinaire. « Il va falloir agrandir le laboratoire, » dit Sophie avec une gravité feinte. « Entre l'aide de Mathieu dans la recherche et les futures contributions de cette petite à la médecine pédiatrique, nous allons avoir besoin de plus d'espace. »« Fais tout ce dont tu as besoin, » répondit Alexandre. Et Sophie sut qu'il le disait avec la même conviction absolue avec laquelle il s'était battu pour nettoyer son nom, avec laquelle il avait demandé sa main à toute sa famille, et avec laquelle il avait été à ses côtés dans chaque défi et chaque triomphe depuis ce jour au café Le Petit Coin. En regardant son mari, son fils et la fondation qu'ils avaient bâtie ensemble, la docteure Sophie Dubois comprit que les miracles n'étaient pas seulement des avancées médicales ou des récupérations inattendues.
Parfois, les miracles étaient simplement un amour qui refusait de céder, une confiance qui survivait à la trahison et des deuxièmes chances qui transformaient non seulement les individus, mais des familles entières, des communautés et, avec le temps, le monde. Au-delà des fenêtres du laboratoire, la ville s'étendait devant eux comme une promesse. Un lieu où une serveuse pouvait redevenir un médecin respecté, où un homme d'affaires réservé pouvait apprendre à faire pleinement confiance, où le besoin de guérison d'un enfant avait uni deux cœurs blessés pour les rendre complets. Le toucher miraculeux qui avait tout commencé était encore vivant, non seulement dans les mains guérisseuses de Sophie, mais dans chaque vie que leur amour avait transformée, dans chaque défi qu'ils avaient surmonté ensemble et dans chaque espoir qu'ils nourrissaient pour l'avenir. Et ainsi, ils continueraient à construire un acte de courage et de compassion à la fois.